Yvain ou le chevalier au lion. Chapitre 1. L'étrange aventure de Calogrenant. Quand revenaient les beaux jours, Arthur, le roi de Bretagne, aimait à réunir sa cour autour d'un grand banquet. Il était l'exemple même du bon roi, courageux et courtois. Il attirait autour de lui preux chevaliers et nobles dames. Le banquet eut lieu cette année-là à Carduel, au pays de Galles, en la fête de Pentecôte. Après le repas, les dames et les demoiselles invitèrent les chevaliers à se promener à travers les pièces du château. De petits groupes se formèrent. Beaucoup se mirent donc à parler d'amour, des joies et des peines que ressentent les amants véritables. Aujourd'hui, hélas, les choses ont changé. On ne sait plus parler d'amour sans mentir, ni aimer, sans faire semblant. Jadis, les amoureux étaient vraiment généreux, courtois et honnêtes. Un certain Calogrenant, chevalier fort apprécié pour sa bonne compagnie, se mit à raconter l'histoire qui lui était arrivée et qui, à vrai dire, avait tourné à sa plus grande honte. Plusieurs beaux chevaliers se trouvaient là pour l'écouter. Dodinel, Sagremort, Messire Yvain et le neveu d'Arthur, Messire Gauvin. Il y avait aussi un chevalier nommé Queux, beaucoup moins courtois que les autres, toujours prêt à critiquer et à déverser son venin. La reine s'était retirée avec le roi, puis elle revint tandis que le roi se reposait, ce qui avait surpris les chevaliers habitués à plus de courtoisie de la part d'Arthur. Jamais au cours d'une grande fête, il ne quittait ses invités. Calogrenant raconta donc l'histoire suivante. Il y a 7 ans, je fus pris par l'ennui et j'avais l'âme triste. C'est pourquoi je décidai de partir à l'aventure. Je m'équipai des pieds à la tête et partis sur mon cheval. Je chevauchai une bonne partie de la journée dans la forêt de Brocéliande, en suivant un chemin difficile, rempli de ronces et d'épines. Je finis par déboucher sur une lande, où j'aperçus une fortification de belle allure, entourée par un large fossé. Je m'approchai du pont qui l'enjambait. Le propriétaire m'y attendait, un oiseau dressé pour la chasse sur le bras. Il me pria de descendre de cheval, ce que je fis aussitôt, car j'étais à la recherche d'un hébergement pour la nuit. Arrivé dans la cour, ce vavasseur frappa sur un instrument de cuivre pour alerter sa maison, et aussitôt les domestiques accoururent pour prendre soin de mon cheval. Une jeune fille vint à moi, grande, élancée, agréable. Elle enleva une à une les pièces de mon armure et me revêtit d'un court manteau couleur des plumes du paon et garni de cette fourrure d'écureuil qu'on appelle le ver. Elle me conduisit dans le plus joli petit pré du monde, entouré d'un muret. J'étais seule avec elle et je ne vis pas le temps passer tellement elle avait d'allure et de charme. J'aurais voulu n'être jamais séparée d'elle, mais mon hôte, qui était son père, nous fit appeler pour le souper. Elle s'assit face à moi, égayant le repas par son art de mener la conversation. Le vavasseur m'avoua qu'il n'avait pas accueilli depuis bien longtemps un chevalier errant et me fit recommandation de m'arrêter chez lui à mon retour. Je dis bien volontiers. Au petit jour, je pris congé de mes merveilleux hôtes et repris l'aventure. J'avais fait un petit bout de chemin dans la forêt quand j'aperçus, au milieu d'un espace défriché, qu'on appelle un essart, des taureaux sauvages, aussi agressifs que des léopards. Ils se défiaient et s'affrontaient avec une telle sauvagerie que, je dois l'avouer, j'eus un mouvement de recul. Un vilain qui ressemblait à un mort était assis à même une souche, une grosse massue à la main. Je n'avais jamais vu plus hideuse créature. Une tête chevelue plus grosse que celle d'un cheval pour domestique, un front énorme, des oreilles velues, grandes comme celles d'un éléphant, des sourcils en broussailles, et avec ça, une face plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche de loup, des crocs de sanglier de couleur rousse, une barbe rousse, des moustaches en tortillon, pas de cou, mais un menton directement collé sur la poitrine. Il portait un étrange vêtement, pas de lin, pas de laine, encore moins de soie, mais 2 peaux de taureau fraîchement écorchées attachées tout simplement à son cou. Il dressa son corps bossu dès qu'il m'aperçut, et je me tins aussitôt sur mes gardes, car cet homme effrayant était un géant de presque 5 mètres.
Savait-il seulement parler? Avait-il quelque intelligence? Il se tenait immobile et muet. Alors, je m'enhardis. « Hé là! Dis-moi si tu es une bonne créature ou pas. »« Je suis un homme, dit-il. »« Quelle sorte d'homme ?»« De l'espèce que tu vois. Je ne change jamais de corps comme savent le faire les enchanteurs. »« Et que fais-tu ici ?» lui demandai-je. « Je garde les taureaux sauvages et je les soumets à ma volonté. Quand ils se battent trop violemment, j'en empoigne un par les cornes sans faiblir. Les autres comprennent aussitôt qu'ils ne gagneront pas contre moi et m'entourent comme pour crier grâce. Je suis le seul à pouvoir accomplir cet exploit. Tout autre que moi serait aussitôt embroché par les cornes. Mais toi, quel genre d'homme es-tu ? » « Oh, comme tu le vois, je suis un chevalier errant, je cherche et je ne trouve pas. J'ai longtemps cherché pourtant. »« Que cherches-tu ? » ?»« L'aventure. Je veux mettre mon courage à l'épreuve. »« Je ne sais pas ce qu'est l'aventure, dit le géant. Par contre, je peux te dire ceci. Il y a tout près d'ici une fontaine. Beaucoup de chemins y conduisent, mais le mieux est d'aller tout droit. Tu arriveras ainsi sans t'égarer à la fontaine qui bouillonne, bien qu'elle soit plus froide que le marbre. Elle est à l'ombre du plus bel arbre du monde qui ne perd pas ses feuilles en hiver. De cet arbre descend une longue chaîne avec un récipient, une sorte de bassin accroché au bout. Auprès de la fontaine, il y a une petite chapelle et aussi un perron. Prends le bassin pour puiser l'eau et verse-la sur le perron. Et alors aussitôt tu verras se lever une tempête à faire s'enfuir chevreuils, cerfs, daims, sangliers et toutes les bêtes de la forêt. Tu verras la foudre s'abattre, les arbres se briser, le tonnerre, la pluie et les éclairs se déchaîner. Si jamais tu ressors vivant de cette tempête, tu seras le plus chanceux de ceux qui auront eu le courage d'aller à cette fontaine. » Je quittai mon géant et trouvai la fontaine qu'un superbe pin ombragé. Le bassin était en or fin. 4 rubis plus flamboyants que la lumière éclatante du soleil levant supportaient un perron fait d'une seule émeraude percée en son milieu. Je remplis le bassin et versai le contenu sur le perron d'émeraude. Aussitôt la tempête m'assaillit. Cela vous étonnera sans doute, car c'est de la folie de ma part, mais je fus ébloui et heureux d'assister à cette gigantesque tempête. J'avais dû verser trop d'eau, car du ciel déchiré, la foudre tombait partout autour de moi, les grands arbres se brisaient. Pluie, neige, grêle étaient sur la forêt et je crus mourir 100 fois à cause du tonnerre. Heureusement, cela ne dura pas longtemps et je fus bien aise de voir le temps se radoucir. Sur le pin, comme par enchantement, des oiseaux par centaines apparurent et ce fut merveille, après tout ce fracas, d'entendre leur douce mélodie. Je jouissais si fort de cette musique que je crus bien en perdre la raison. Mais soudain, un grand fracas me tira de mon ravissement. Un chevalier venait dans ma direction. Il faisait tant de vacarme que je crus un instant qu'ils étaient 10. Je remontai sur mon cheval et le vis fondre sur moi, plus rapide qu'un aigle et rugissant comme un lion en colère. « Vassal, vous ne respectez pas les bonnes règles de la chevalerie. Avant de me chercher querelle, vous auriez dû me lancer un défi. Et si vous pensiez être dans votre bon droit, il aurait fallu m'avertir avant de me faire la guerre. Vous venez de détruire ma forêt et d'endommager mon château en déclenchant cette terrible tempête. Vous m'avez fait grand tort. Je suis donc en mesure de me plaindre. J'en ai le droit. Plus de paix entre nous. » Ce fut donc le combat. Chacun se protégea au mieux derrière son écu. Le chevalier me dépassait facilement d'une tête. Il avait un cheval plus vif que le mien et sa lance était plus solide. Je n'ai pas l'habitude, vous le savez, de faire semblant de me battre. Ma lance frappa son écu avec une telle violence qu'elle vola en éclats. La sienne resta intacte. Jamais je n'en vis une aussi lourde aux mains d'un chevalier. Elle m'atteignit durement et me fit culbuter par-dessus la croupe de mon cheval. Je me retrouvai par terre, rempli de honte. En vainqueur du combat, il s'empara de mon cheval et me laissa étendu sur le sol sans même daigner me jeter un regard. Je m'assis près de la fontaine et me reposai. Que faire? Je n'osais pas suivre le chevalier.
D'ailleurs, il avait disparu. Je me rappelais la promesse faite au Vavasseur de repasser chez lui. C'est ce que je fis, mais avant, j'eus soin de me débarrasser de toutes mes armes pour marcher plus facilement. Il faisait nuit quand je parvins chez mon hôte. J'étais humilié et couvert de honte, je le dis en toute vérité. Mais ni le Vavasseur ni sa fille ne changèrent d'attitude envers moi. Ils n'eurent pas moins d'égard que la première nuit, et je leur en fus reconnaissant. Ils avaient entendu dire que jamais personne n'était revenu de la fontaine qui bouillonne. Tous ceux qui avaient tenté l'aventure avaient été tués ou faits prisonniers. C'est ainsi, seigneur chevalier, que se termina ma folle aventure. Je n'avais encore jamais osé la raconter. Yvain prit la parole le premier. « Par ma tête, monseigneur, vous êtes mon cousin germain, et nous devons avoir l'un pour l'autre une grande affection. Mais laissez-moi vous dire que vous méritez bien le titre de fou. Pourquoi ne m'avez-vous pas raconté plus tôt cette histoire ? Si je vous appelle fou, ne le prenez pas mal, car si je le peux, je suis prêt à aller venger votre honte. » Messire Queux, comme on l'a dit, ne savait pas tenir sa langue. Il ironisa. « Quelle belle parole! On voit bien que le repas est terminé. Char rassasié et d'humeur joyeuse et ronronne. On sait bien quel est l'estomac, on ne bouge plus, mais pour ce qui est de parler, on parle. Rien que du vent. Dépêchez-vous, allez, messire Yvain. Quoi, vous n'êtes pas encore prêts? Vous n'êtes pas à cheval? Toute bannière déployée? Faites-nous savoir quand vous partez, cher messire, car nous voulons nous accompagner sur le chemin de votre martyre. » La reine s'en prit à Queux. « Avez-vous donc perdu la tête, messire Queux? Vous n'arrêtez pas de jacasser et de dire du mal de tout le monde. Votre langue vous fait bien des ennemis. Les fous furieux, on les attache solidement aux grilles du cœur, dans les églises. Il faudrait faire pareil avec votre langue qui déraisonne. »« N'y prenez garde, madame, intervint Yvain. Messire Queux a tellement de choses intelligentes à dire que partout où il va, il ne restera jamais muet, si vous voyez ce que je veux dire. À la méchanceté, il oppose toujours des paroles pleines de courtoisie. Vous savez bien si je mens ou non, mais arrêtons ces querelles. Je ne veux pas ressembler au molosse qui se hérisse et grogne quand un autre molosse montre ses crocs. » C'est alors que le roi Arthur, enfin sorti de sa sieste, vint s'asseoir auprès de la reine Guenièvre. Celle-ci était une bonne conteuse et lui rapporta l'histoire de Calogrenant. Le roi jura sur l'âme de son père, sur celle de son fils et celle de sa mère, qu'il irait voir la fontaine qui déclenche les tempêtes avant la fin de la quinzaine. Il ajouta que tous ceux qui voulaient l'accompagner seraient les bienvenus. Tout le monde se réjouit, sauf Yvain. Chapitre 2. Messire Yvain, vainqueur, est pris au piège. Messire Yvain voulait partir seul pour être sûr d'affronter le chevalier qui avait défait Calogrenant. En effet, s'il partait avec le roi et ses chevaliers, 2 d'entre eux avaient priorité sur lui pour solliciter le droit de combattre en premier. C'étaient Queux et Gauvin. Yvain avait grande envie de refaire le même chemin que son cousin Calogrenant et de voir le géant gardien des taureaux, la jolie fille du Vavasseur, d'arriver à l'étrange fontaine. Alors, il quitta discrètement la cour. Arrivé chez lui, il pressa l'un de ses écuyers, en qui il avait toute confiance, et lui commanda de préparer ses armes et son cheval de combat. Puis il lui dit « Je pars par cette porte sur mon palefroid. Toi, va me rejoindre sur l'autre cheval, le destrier, avec toutes mes armes. Je prendrai le destrier et tu rentreras avec le palefroid. Dépêche-toi et surtout pas un mot, c'est un ordre. Sinon, il t'en cuira. » « Soyez tranquille, seigneur, répondit l'écuyer. Personne ne saura rien. Partez, je vous rejoins. Tout se passe comme prévu. L'écuyer rejoignit son seigneur en un lieu retiré. Il lui remit le harnais, le cheval bien ferré et l'aida à s'équiper. Puis il rentra au logis sur le palefroid, tandis qu'Yvain partait sans s'attarder sur son cheval de combat. Il lui fallut chevaucher plusieurs jours durant par monts et par vaux. Il traversa d'immenses forêts, des contrées inconnues et sauvages, et parvint à l'entrée du chemin obscur, rempli de ronces. Maintenant, il ne pouvait plus s'égarer. Il arriva chez le Vavasseur qui l'accueillit de la plus délicate façon.
Yvain passa une soirée délicieuse grâce à son hôte et à sa fille dont la beauté et l'intelligence lui parurent 100 fois supérieures à ce qu'avait compté Calogrenant. Les mots sont toujours trop faibles pour décrire les qualités et les vertus d'un homme ou d'une femme de bien. Après une nuit dans ce confortable logis, monseigneur Yvain reprit sa route. Le géant qui gardait les taureaux lui indiqua le chemin. Yvain fut tant impressionné qu'il fit plus de 100 fois le signe de croix. Comment nature pouvait-elle produire créatures aussi laides et aussi repoussantes? Monseigneur Yvain parvint à la fontaine, versa sur le perron l'eau du bassin remplie à ras-bord. Aussitôt, vent et tempête se levèrent comme prévu. Et quand Dieu redonna un beau ciel, les oiseaux se posèrent sur le pin et manifestèrent leur joie. Ils sifflaient tout guillerets lorsque surgit, à grand fracas et flambant de colère, un chevalier plus excité que s'il chassait le cerf en rut. Les deux seigneurs se ruèrent alors, aussitôt l'un contre l'autre, montrant clairement qu'ils s'en voulaient à mort. Chacun a une lance rigide et solide. Ils se portent des coups d'une telle violence que leurs haubers perdent leurs mailles d'acier et que leurs lances explosent en 1000 morceaux. Chacun sort son épée et les coups pleuvent si drus que les boucliers se transforment en lambeaux. Alors chacun porte ses coups d'épée à l'épaule, à la poitrine, à la hanche de son adversaire, mais sans jamais chercher à blesser les chevaux. Aucun des deux ne recule. Ils sont là, solides comme de roc. Jamais deux chevaliers ne dépensèrent autant de force pour hâter leur mort. Leurs hommes sont cabossés et défoncés. Leurs haubers se démaillent et ne protègent pas plus qu'un habit de moine. Ils en sont à se frapper d'estoc au visage. Le sang coule à flots, le combat féroce s'éternise. Aucun des deux ne veut reculer avant d'avoir blessé à mort l'adversaire. Finalement, monseigneur Yvain fit éclater le homme du chevalier. Jamais celui-ci n'avait reçu un coup aussi atroce. Il en fut tout ébranlé. Sous la coiffe de métal, son crâne était fendu. Des morceaux de cervelle et du sang tachaient les mailles de son haubert resplendissant. La douleur était si violente que son cœur faillit lâcher. Il prit peur et s'enfuit. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Il se savait blessé à mort. Il prit donc la direction de son château, dont on avait laissé le pont-levis abaissé afin qu'il puisse rentrer. Il fuyait et monseigneur Yvain le poursuivait. On aurait dit un gerfaut chassant une grue cendrée sans parvenir à l'atteindre. Yvain voulait pourtant le prendre mort ou vif. Il se souvenait en effet des propos insultants de monseigneur Queux et était décidé à rapporter une preuve de sa victoire. Yvain pénétra dans le château juste derrière le chevalier. Il n'y avait personne dans les rues. Arrivé au palais, le chevalier s'engouffra par la porte et Yvain parvint, en se penchant sur l'avant, à l'agripper par la selle. Mais le passage n'était fait que pour un seul cheval à la fois. Soudain, le destrier d'Yvain mit le pied sur un système de contrepoids qui déclencha le mécanisme d'un piège diabolique. Tel un diable surgit de l'enfer, une porte coulissante, tranchante comme un couperet, tomba d'en haut et coupa en deux la selle et le cheval au niveau de la croupe. Heureusement que messire Yvain se tenait à ce moment penché sur l'avant. Seuls ses éperons furent tranchés net au ras des talons. Le chevalier, lui, s'était enfui par une deuxième porte qui se referma aussitôt. Privé de monture, Yvain se retrouva pris au piège. Il était enfermé dans une salle aux voûtes et aux murs superbement décorés. Impossible de s'échapper. On n'allait pas tarder à lui faire payer cher sa victoire sur le chevalier maître des lieux.